Bon, comme vous l'avez entendu, ça a sonné à la porte, donc j'ai dû aller arrêter la caméra 2 minutes. C'est en direct, hein, je fais ça depuis chez moi, donc évidemment il y a de la vie, il peut y avoir des fois des enfants qui débarquent ou un mari. Donc voilà, c'est la réalité de ma vie. Donc comme je vous le disais, pour moi le véritable amour, c'est lorsque on est capable d'être dans la compréhension que l'autre est un être imparfait. Et de vouloir le changer, de le modifier, etc., ça ne peut pas marcher. Et d'ailleurs, souvent, c'est une phrase que j'utilise beaucoup. Dès qu'on veut changer l'autre, c'est qu'on a une volonté de contrôle. Le contrôle, c'est tout sauf de l'amour. J'ai une haute ambition par rapport à l'amour et je veux que vous ayez la même ambition. Un amour, il ne se conditionne pas. Un amour, il ne se module pas comme nous on voudrait qu'il soit. C'est plus de l'amour en fait. Aimer quelqu'un, c'est l'aimer dans son entièreté. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter. C'est pas ça. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a un fonctionnement qui ne nous convient pas, qui est trop douloureux pour nous, alors on a le droit de mettre une barrière de protection et de s'en aller. Mais à aucun moment, on doit être dans une exigence de changer l'autre. Ça ne peut pas marcher sur du long terme et ça ne fonctionnera pas. Donc ça me semblait important que vous puissiez comprendre le fonctionnement en lui-même du couple, de ses évolutions. Alors, il y a d'autres évolutions qui vont apparaître, plus faciles, celles-ci à comprendre. Alors, on les appelle soit des crises de transition, des crises de maturation et des crises de silence. Alors, je m'explique. Les crises de transition sont tous les événements qui vont se passer dans votre vie. Soit la naissance d'un enfant, un déménagement, un changement d'emploi, voire un licenciement. Les licenciements, très régulièrement, vont générer des difficultés dans le couple de façon très importante, souvent qu'on n'imaginait pas. Donc ces éléments-là, alors pareil, on appelle ça des crises, mais j'aime pas ce mot-là parce que ce sont des événements de vie. Mais ces événements, dont la naissance d'un enfant, un licenciement, un déménagement, va forcément engendrer des remous dans le couple, de façon évidente. C'est un tel bouleversement, l'arrivée d'un enfant, d'être licencié, que forcément, la personne qu'on a connue sous un mode de fonctionnement, elle n'aura peut-être plus le même mode de fonctionnement. Parce que dans notre vie, lorsqu'on rencontre une épreuve, on peut, à un moment donné, révéler des personnalités qu'on ne connaissait pas en fait. Dans des situations professionnelles compliquées, on voit des personnes en burn-out, il y a des clients qui me disent « mais jamais je l'ai vu dans cet état-là, je ne le connaissais pas comme ça. C'est extrêmement difficile pour moi de le voir changer à ce point. » Et ça, j'ai envie de dire, c'est des événements que vous ne contrôlerez pas et qui font partie de la vie. Très souvent, je me rends compte à quel point on veut absolument contrôler tout. La vie est incontrôlable. Les incertitudes font partie de la vie. Savoir au préalable comment l'un réagira lorsqu'il va être face à une épreuve, c'est impossible de le savoir. Mais ce qui me semble important, c'est de pouvoir avoir un regard de compréhension sur un des membres du couple qui change en fait. Parce que peut-être que ce licenciement, cette problématique va faire réagir chez votre conjoint un traumatisme de l'enfance. S'il a vécu par exemple un abandon ou une blessure de rejet, il est possible qu'au moment d'un licenciement, ça vienne réactiver tout ça. Et ces blessures vont faire que c'est plus la même personne, qu'il va se retrouver avec un comportement particulier et qui va un peu vous déstabiliser. Et puis surtout, quand on voit l'autre qui réagit de façon particulière ou qui n'est pas bien, et qui même peut parfois des fois tomber en dépression, c'est très angoissant pour l'autre. On se dit, mais d'un seul coup, on remet en cause, est-ce qu'il m'aime encore et autres, alors que c'est juste, quelque part, un traumatisme de son enfance qui est en train de se réveiller dans la vie qui est en train de se produire. Les autres
cause de crises, qu'on appelle crises, moi j'ai appelé ça des mouvements, parce que pour moi ce sont des mouvements avant d'être des crises, c'est ce qu'on appelle les crises de maturation. En fait, je ne sais pas à quel âge vous êtes rencontrés dans chacun de vos histoires, mais notamment les couples qui se sont rencontrés jeunes, souvent j'ai des rencontres entre 20 et 25 ans, quand ils arrivent à 35, il n'y a que, entre guillemets, 10 ans qui se sont passés. Mais ces années-là sont des années extrêmement importantes, où on peut beaucoup évoluer et beaucoup changer. Et c'est-à-dire qu'un couple qui s'est rencontré chacun à un âge donné évolue et peut-être n'évolue pas de la même façon, n'évolue pas avec les mêmes envies, avec les mêmes besoins. Et ça, c'est la vie aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de maîtrise sur ce genre de situation, de pouvoir dire comment l'un ou l'autre va évoluer. C'est à constater, à observer et voir à partir de là, est-ce que nos évolutions différentes nous permettent quand même de partager encore des bons moments, des choses agréables. L'autre, cette fois-ci peut-être qu'on va l'appeler crise, c'est celle du silence. Celle-ci, c'est ce que j'appelle peut-être la plus inquiétante dans un fonctionnement de couple. C'est celle où il y a une distance qui s'installe. Vous savez, cette distance où on ne le voit pas tout de suite au début, et puis tout doucement, en fait, on fait le constat 5-6 ans après que ça fait longtemps qu'on ne s'est plus parlé, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus reconnecté, mais on ne s'en est même pas rendu compte, en fait. C'est-à-dire que le temps a passé d'une façon où finalement, on ne s'est plus rendu compte qu'on s'était déconnecté. Et ce silence, c'est peut-être celui-ci qui est le plus insidieux et dangereux parce qu'en fait, on ne le voit pas forcément. Notamment quand il y a eu des enfants, parce qu'on est tous pris par le travail que représentent les enfants, la charge mentale, le travail, etc. Et le couple, là à côté, il se retrouve un petit peu mis à part, on n'y prête pas trop attention. Et ça, c'est des distances qui peuvent créer effectivement quelque chose de compliqué. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que ces événements de la vie vont créer évidemment ce qu'on appelle parfois des crises de couple, mais qu'elles sont absolument normales. Elles font partie de la vie. Et ce genre de crise ne veut pas dire que c'est un manque d'amour aussi. Ça me semble très important. C'est-à-dire que ces moments d'évolution où on se sent différent, ça ne veut pas dire qu'il manque de l'amour entre nous. C'est simplement que la vie nous présente des situations qui font que notre couple est en évolution. Alors, dans ces situations que vous rencontrerez tous, qu'on a tous rencontrés et qu'on rencontrera encore par la suite, parce qu'il y aura d'autres événements, la question est de savoir comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ces événements. La première chose que je vous conseille, si on est dans ce cadre, alors peut-être que certains sont déjà au-delà, se disent c'était pas de la crise, moi je suis déjà une étape après, mais je ne sais pas où vous en êtes chacun de votre parcours, c'est pour ça que je veux qu'on redécoupe tout et puis qu'on ramène de la normalité sur plein de situations. Lorsqu'on est dans ce genre de situation, je vais vous demander d'apprendre à ralentir. Plutôt que de se dire vite, il faut faire quelque chose parce que le couple ne va pas bien, il faut... Non. Déjà, on ralentit. Nous sommes des êtres humains avec des fonctionnements où tout va toujours de plus en plus vite. On veut une réponse à tout rapidement. On veut que tout aille vite. Maintenant, avec l'IA, avec tout, on a notre cerveau qui va à une vitesse, mais que je trouve incroyable, vraiment. Et c'est peut-être ça qu'on doit apprendre aujourd'hui, et pas que dans les crises de couple, dans tout, c'est de ralentir. Apprendre à faire un petit peu de vide autour de soi. Des temps, si possible, où il n'y ait du rien. Nous n'avons plus de temps avec du rien, en fait. Donc forcément, notre cerveau ne peut pas se poser, on ne peut pas être à l'écoute et à l'observation de l'autre. Donc avant de tirer les sonnettes d'alarme et se dire catastrophe, etc., qu'est-ce qui se passe, je ralentis. Je ralentis et je me demande qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je me sens distante par rapport à l'autre. Je me sens peut-être déconnectée de lui.
je me sens seul. Essayez de se mettre au plus proche de son ressenti. Pourquoi je vous demande de ralentir? Parce que ce que je vois classiquement et à chaque fois, c'est quand on sent arriver une forme de crise, quelle qu'elle soit, celle que j'ai pu évoquer au préalable, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va voir l'autre avec notre liste de reproches, en disant « ça va pas à cause de tu ne rentres jamais de la maison très tôt, tu ne t'occupes pas des enfants, tu ne fais pas ceci. » Voilà. C'est souvent les premières réactions quand le couple commence à pas bien aller, c'est d'aller faire des reproches. Et ça, ces fameuses reproches, entendez-le très bien, c'est destructeur. Mais vraiment, si vous voulez abîmer une relation de couple, alors allez-y, balancez de la reproche, là vous êtes sûr que vous allez droit dans le mur. Donc c'est destructeur pour la relation. Et deuxièmement, ça ne sert à rien. Mais alors vraiment, je vous le dis, ça ne sert à rien. Si vous espérez un changement de l'autre en lui faisant la liste de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui a été mal fait, etc., et que vous pensez qu'il va l'intégrer de cette façon-là en disant « oui, évidemment, je vais changer tout ça et tout ira mieux », alors là, vous vous plantez. Et ça, les 24 ans que j'ai baigné dans le divorce, je peux vous dire que j'en fais le constat de façon évidente à chaque fois. Ce que vous devez entendre, c'est que dès qu'on est sous un mode de reproche par rapport à l'autre, l'autre va se mettre en mode de défense, parce que lorsqu'on est attaqué, c'est très humain, on se défend. Et donc, on va venir se justifier de son comportement et on va faire ce que j'appelle l'escalade du conflit. Tu es ceci, non, c'est pas vrai ceci, etc. Et là, les discussions, elles durent des heures et elles ne donneront rien. Et c'est là où je vous donne un des outils tellement importants qu'on appelle la communication non violente. Je vais essayer de vous le résumer le plus simplement, mais c'est un des outils indispensables lorsqu'on est en difficulté dans le couple. Et là, on en est à ce stade-là dans ce module-là. Il y a des difficultés, on voit bien que ça ne va pas. Et on n'a pas nécessairement envie que le couple s'arrête. Mais il va falloir qu'on aborde le sujet. Et donc, première chose, on ralentit. Okay, on ne se précipite pas. On ne va pas tout de suite se dire je bondis, il y a un problème, je vais aller... je ralentis et j'essaie de voir à l'intérieur de moi ce qui se passe. J'observe aussi mes propres émotions. Est-ce que je suis disponible pour l'autre? Est-ce que je suis présent pour lui? Comment ça se passe? Depuis combien de temps il y a cette distance? Depuis combien de temps? Qu'est-ce qui est difficile pour moi? De vraiment prendre ce temps-là pour soi. Et ensuite, quand on veut aborder la discussion, il va falloir le mettre dans un certain cadre, en fait. Pas souvent, les discussions de couple, je le vois à chaque fois, ça part d'une problématique précise, et enfin, ce que j'appelle l'excuse de la dispute pour essayer de discuter du couple. Non, ça ne marchera pas. C'est pour ça que je veux ce moment ralenti. On ne fait pas ça dans un moment d'énervement parce que la maison n'est pas rangée, donc on en profite pour balancer toutes nos colères. Se dire là, je sens qu'on a besoin d'avoir un échange les deux. J'ai besoin qu'on discute. Dans le système de la communication non violente, je vous donne les grandes lignes. Je ne vais pas vous faire le cours complet de la communication non violente, mais les grandes bases sont les suivantes. La première chose, c'est de demander à l'autre comment il se sent lui, avant de venir tout de suite dire les choses. De l'écouter sans le couper et juste en le reformulant. Ça, c'est ce qu'on appelle le système d'écoute active. Je demande à l'autre comment il se sent. S'il me répond, parce que peut-être qu'il ne répondra pas, hein, et je sais qu'il y a des couples où c'est compliqué de parler. Et s'il dit des choses, je ne viens pas tout de suite le contester ou dire je ne suis pas d'accord, je reformule. Donc tu me dis ceci et cela, qu'est-ce qu'il en est véritablement? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pour l'emmener à aller un petit peu plus loin sur son explication. Dans les discussions, et je pense qu'observez votre fonctionnement, dès que quelqu'un parle, on se dit je vais répondre quelque chose d'autre, ou alors je cherche mon argument. J'écoute même pas ce qu'il me dit, je suis en train de déjà réfléchir moi à l'argument que je vais donner. Donc partant de là, ça ne peut pas marcher, ce genre de discussion. Donc on est dans l'écoute de ce que l'autre nous dit, on le reformule. Ensuite, il va falloir exprimer vous aussi ce que vous ressentez.
votre propre besoin. Et c'est là où il faut transformer vos reproches que vous aviez besoin de faire en besoins que vous allez exprimer pour vous. Je vais vous donner un exemple qui est très simple, que j'ai déjà utilisé dans plein de podcasts. C'est lorsque on dit à quelqu'un « mais tu rentres jamais tôt le soir à la maison, tu es toujours absent ». Donc ça, c'est une reproche. Et donc évidemment, ça va amener de la part de l'autre une réaction de défense. Il ne va pas pouvoir à ce moment-là dire « ok, évidemment, je rentre trop tard ». Il va se mettre en mode de défense. Donc vous, ce qu'il faut faire, c'est de dire « mais quand on fait le reproche à l'autre, qui rentre trop tard en fait, est-ce que derrière, le vrai besoin, ce ne serait pas de dire « mais en fait, j'ai besoin que tu sois avec moi. J'ai besoin que tu sois plus proche de moi en fait. J'ai besoin que tu sois plus présent à mes côtés. » Et vous voyez bien que la discussion, c'est plus du tout la même. J'ai besoin que tu sois là. Et là, ça change tout.